La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Merci. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous sommes ici à Café Philo pour une énième séance de débat. Et vu l'heure, pas trop de commentaires. On va passer au rituel de Café Philo. On va se mettre debout pour entonner l'hymne national d'Haïti, la dessalinienne. Merci. Maintenant, la chanson fétiche de Café Philo, Assassemblée, El Comandante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia
de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci Gaël. À présent, on va passer à la projection d'une vidéo sur le Parlement. Ça s'appelle « Qu'est-ce que le Parlement ?» Merci Gaël. Maintenant, on va passer au moment des attentes. Parce qu'à chaque fois que nous avons un intervenant qui a un sujet, une thématique à traiter, les curieux, ce sont ceux du public qui viennent pour entendre ce que l'intervenant a à dire sur le sujet. S'agissant de la thématique à traiter pour ce soir, quel est l'avenir du Parlement? Quel avenir pour le Parlement haïtien? Vous comprenez bien que ce sujet est très bien, je dirais, d'actualité dans la mesure où il y a de cela, je ne sais pas, 1 ou 2 mois, il y a des gens sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les journaux, qui exigent même l'élimination du Parlement, que ce soit la Chambre des députés ou le Sénat. Mais avant même de passer la parole au député Rolf Papillon, je dois préciser 2 choses. C'est que d'abord, c'est un député qui va présenter la thématique de ce soir. Et puis c'est un prétendant ou un ancien prétendant qui anime la séance. Parce que je suis un ancien candidat à la députation. Probablement je serai collègue du député. Et peut-être que je serai futur collègue, mais j'étais candidat. La deuxième chose, il faut savoir que dans l'histoire d'Haïti ou l'histoire du Parlement haïtien, ça n'a pas toujours été bicaméral. C'est-à-dire à un certain moment, et la première chambre qu'on appelle couramment le grand corps ou la chambre haute, le Sénat était le seul corps qui représentait le Parlement avec la Constitution de 1806. À partir de 1816, avec pétition, on va avoir les 2 chambres, c'est-à-dire la Chambre des représentants selon la Constitution de 1816 et le Sénat. Avec Duvalier, et vous connaissez l'histoire très bien de François Duvalier, on était revenu au monocaméralisme. Et c'est avec l'avènement de la Constitution de 1987 qu'on est retourné au bicaméral. Maintenant, aujourd'hui, depuis l'avènement du Premier ministre démissionnaire, Jacques-Guy Lafontaine, il y a des griefs, si je peux le dire ainsi, contre le Parlement parce que, selon la formule de Montesquieu, il y a la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire,
c'est-à-dire et chacun gère son secteur. Même si, selon ma philosophie, selon ma compréhension, même si on parle de séparation, ce n'est pas dans le sens que chacun dans son coin, c'est chacun fait son travail, mais en collaboration. Et la formation du gouvernement, et politiquement, j'ai bien dit, politiquement, exige que tous les acteurs y participent. Et c'est dans ce sens que, à un moment donné, il y a l'implication de certains députés, de certains sénateurs qui exigent qu'ils aient des représentants au gouvernement, c'est-à-dire des ministres ou des secrétaires d'État. Et avec l'injection de Jacques Guy Lafontaine, et vous avez, je ne sais pas si vous écoutez les journaux, si vous lisez les journaux, si vous écoutez les radios, et si vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que pour un nouveau gouvernement, c'est-à-dire celui, je ne sais pas, qui est en gestation, le président du Sénat, en l'occurrence le sénateur Lambert Joseph, il a dit que lui, il s'est retiré, il ne va pas participer aux négociations pour la formation du gouvernement. Ce qui n'était pas le cas pour le président de la Chambre des députés, que je partage, dans la mesure où, dans le sens de la collaboration. Et l'opinion, je ne sais pas si je dois dire l'opinion publique, mais l'opinion exigeait que M. Jovenel Moïse comme président de la République, M. Jean-Henri Séan comme Premier ministre nommé, qu'ils aient tout le temps, toute la possibilité de former leur gouvernement selon eux par rapport aux promesses de campagne du président de la République. Et le sujet ce soir, quel avenir pour le Parlement? Est-ce que ça doit partir? Est-ce qu'il faut revenir au monocaméralisme, dans le sens que faut-il avoir une chambre, en fait, un Sénat, ou bien une chambre des députés, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais je dois vous dire qu'il y a une commission pour la réforme constitutionnelle qui est présidée par le député Djerita Dieu, qui a fait des propositions. Et pour le Parlement, il a proposé qu'on réduise le nombre des députés, c'est-à-dire au lieu d'avoir 117, bon, aujourd'hui il y a 117 députés, mais logiquement c'est 119 qui devrait y avoir. Est-ce qu'il faut les réduire et sur quelle base? Il exige qu'on intègre les membres de la diaspora pour faire partie, pour qu'ils aient la possibilité d'aller dans les élections et représenter la diaspora. Et à un certain moment, Aristide en parlait, considérait que la diaspora était un 10e département, aujourd'hui un 11e département. OK? Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans le menu, selon les députés, et qui va présenter le sujet de ce soir, mais il faut quand même vous dire avec qui on a affaire. Monsieur Wolf Papillon a fait ses études primaires à l'école nationale de Saint-Jean-Bosco, des études secondaires au collège Quatre-Pressoir. Ensuite, pour ses études universitaires, il a été au Mexique à l'université Las Américas, où il a étudié l'anthropologie et la communication. À un certain moment, il a dû se rendre aux États-Unis, vivre aux États-Unis pour y travailler. Et revenu des États-Unis, il a fait des études en lettres et en philosophie à l'université de Liège, en Belgique. Il a un diplôme en histoire de la pensée politique. Aujourd'hui, il est le président de la commission environnement et ressources naturelles. Monsieur Wolf Papillon, sous vos applaudissements. Merci James. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Je m'apprête à faire un exercice difficile. Je sais que le public de Café Philo est un public plutôt exigeant et les temps sont difficiles pour les parlementaires en général. D'entrée de jeu, je dois vous dire que vous n'avez pas devant vous ce soir un défenseur du Parlement et encore moins de mes collègues parlementaires. Tel n'est pas mon propos ce soir. Je pense que, très honnêtement, le plus narcissique de mes collègues parlementaires n'est pas fier de la situation actuelle du Parlement, n'est pas fier de ce que nous représentons. Et c'est un constat que j'ai fait. Ça fait un petit temps qu'il y a une certaine animosité contre les parlementaires. Et j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé
de trouver des réponses à cette situation-là, une animosité souvent exprimée avec une certaine virulence sur les réseaux sociaux et dans les stations de radio en particulier. Et j'en veux pour cause, je vais en élaborer 3 ici avant d'entrer dans le vif du sujet. J'en veux pour cause d'abord les privilèges jugés indécents accordés aux parlementaires alors qu'on demande au petit peuple de se serrer la ceinture encore et encore. Je pense que les parlementaires en sont conscients. Ces 10 privilèges, ils existent pratiquement partout, dans tous les régimes parlementaires. En France, où les héritiers de 1789, pour des raisons historiques évidentes, ne parlent pas de privilèges, ils parlent d'indemnités. Ces indemnités, en général, elles sont destinées à faciliter le travail du parlementaire. Mais convenons-en chez nous qu'il y a effectivement un abus, il y a des cas d'exagération. Et je pense que les parlementaires en sont conscients. Et dès le vote du prochain budget, nous allons voir des signaux clairs. Je fais partie de ces parlementaires qui militent pour la réduction des privilèges et réduire l'enveloppe budgétaire allouée au Parlement comme une des pistes de solution. Je pense aussi que le Parlement gagnerait à rendre ses comptes publics. Nous n'avons aucune raison de conserver cette opacité dans notre façon de fonctionner au Parlement, étant donné qu'il s'agit avant tout de l'argent des contribuables. Je pense que dans une démocratie, on n'élit pas des rois dont on devient des sujets, on élit avant tout des serviteurs. Je pense également qu'une révision constitutionnelle est nécessaire. Et c'est d'ailleurs le travail qui a été fait par la commission Tardieu, qui fait la une des journaux actuellement. Une révision parlementaire qui réduit d'une part certaines compétences du Parlement, dont la question des décharges, mais également une révision qui confine le Parlement dans son rôle strict, dans son rôle constitutionnel de légiférer et de contrôler, tout en éliminant les possibilités de marchandage. Je pense que ça ne peut que faire du bien au Parlement. Le Parlement souvent est vu, il l'a dit tout à l'heure, comme un élément de blocage, comme un élément qui empêche à l'exécutif de fonctionner. Je pense qu'il y a effectivement un problème dans la délimitation du territoire des pouvoirs, cette imbrication qu'il y a souvent, et ce n'est pas nouveau. Les plus âgés ici se souviendront que dans les années 80, si on n'était pas proche d'un ministre de Duvalier, on n'avait aucune chance de devenir député. Aujourd'hui, si on n'est pas proche d'un député, c'est difficile de devenir ministre. Et je pense qu'il s'agit d'un problème de séparation des pouvoirs que la révision constitutionnelle en cours va certainement nous aider à résoudre. Je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'une grande naïveté politique ou de paresse intellectuelle pour s'imaginer que dans une assemblée aussi hétérogène que la Chambre des députés, que tous les parlementaires sont d'accord, qui sont sur la même longueur d'onde. Et pour moi, ce serait de la naïveté. Je vous dis d'entrée de jeu que je fais partie d'une minorité peut-être, mais en tout cas de dizaines de parlementaires honnêtes qui, comme vous ici, devant moi, souhaitent un meilleur avenir pour le pays, qui, comme vous, luttent pour la fin du gaspillage, pour la fin des abus et la fin des corruptions. Mais nous menons une bataille désespérée au Parlement. Je dis une bataille désespérée parce que les parlementaires honnêtes n'ont aucun allié. Si les brigands du Parlement qui tiennent cette institution en otage depuis plusieurs législatures, ils ont le soutien infaillible des gangs mafieux du secteur privé et des corrompus de l'exécutif, les parlementaires honnêtes, ils n'ont absolument aucun allié. Nombre de fois, j'entends dire à la radio, dans certaines interventions, « Ban volé sa yo, ban nèg sa yo, ban nèg qui pa kon li sa yo, yo toutes ces mêmes », c'est plus ou moins le refrain. Non seulement cela ne correspond pas à la réalité que nous vivons au Parlement, mais cela ne rend pas justice non plus aux parlementaires qui se battent pour
un meilleur Parlement. Et je vous dis quand même, c'est une confidence, qu'au Parlement, ce que je rencontre, moi, ce que je côtoie tous les jours, ce sont des patriotes comme vous qui souffrent, parce que Haïti, c'est un pays qu'on ne peut aimer que dans la douleur. Ce sont des parlementaires qui souffrent, ce sont des parlementaires qui sont là, et il y en a parmi eux qui sont impatients de voir leur mandat prendre fin pour pouvoir rentrer, et la plupart d'entre eux ne souhaitent pas d'être élus pendant que ce petit groupe, cette minorité peut-être de brigands, eux, n'ont aucun problème à maintenir le Parlement dans sa situation actuelle. Et c'est d'autant plus désespéré que c'est un combat qu'on ne peut gagner que de l'intérieur. Et je comprends qu'on est dans un corps, et le principe du corps, c'est que chaque infime partie du corps représente le corps et projette des images sur le corps, surtout les images négatives. Si vous me permettez de prendre un exemple un peu plus terre à terre, si aujourd'hui un des clients qui sont ici ouvre une bouteille de bière Prestige et trouve une saleté dans la bière Prestige, la seule et unique bouteille de Prestige qui ne correspond en rien à la qualité des milliers de bouteilles de Prestige qui circulent sur le marché, cette seule bouteille de Prestige suffit à elle seule pour donner une mauvaise image, une mauvaise réputation à la compagnie Prestige. Par contre, toute une caisse de bonne bière Prestige ne suffit pas pour changer l'opinion négative qu'on peut avoir. Les abus que l'on dénonce, comme c'est le cas, j'ai envie de dire, de tous les régimes parlementaires, il suffit de faire une recherche sur Internet et vous verrez comment on traite les parlementaires de pratiquement dans tous les pays. Ces abus, ces actes de corruption, ces scandales, bien que malheureux et trop souvent répétés, ne suffisent pas pour expliquer cette virulence contre le Parlement. Et cela m'a porté à chercher. J'essaie de comprendre, j'ai horreur des évidences. Je pense que je suis ici dans un milieu intellectuel. Et le propre de l'intellectuel, c'est justement de refuser les évidences, de questionner les vérités toutes faites. Et c'est en ce sens moi-même que j'ai essayé de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je suppose qu'ici, si je dis ce soir que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, tout le monde ici sera d'accord avec moi puisqu'il s'agit avant tout d'une évidence. Cependant, cela fait quand même plusieurs siècles que les esprits curieux ont bien démontré que le soleil ne se couchait pas et que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Mais c'est une commodité de langage qui nous arrange. Donc moi, je ne me propose pas ce soir de lutter contre ces commodités de langage. Je vais dans le fond du sujet pour, comme je le disais tantôt, vous dire encore une fois que je ne suis pas là en tant que défenseur, en tant qu'avocat du Parlement, mais bien comme quelqu'un qui essaie d'analyser avec vous, d'apporter ici des éléments d'explication à la situation actuelle de cette institution républicaine, d'essayer de comprendre les problèmes qu'il y a et surtout d'explorer avec vous, certainement au niveau des débats, certaines pistes de solutions à la situation actuelle. Dès la création de l'État haïtien, je constate que nous sommes enfermés dans un cercle vicieux, un cycle d'errement, d'égarement et de répétition des erreurs du passé. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai défi, ce n'est pas de changer la Constitution, ce n'est pas de faire une révolution, ce n'est pas de tout chambarder, c'est justement face à ces difficultés que, à cette période unique de notre histoire que nous traversons, comment trouver les solutions sans nos réflexes habituels. Parce que, somme toute, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Nous avons déjà tout vu. James a tout à l'heure parlé des menaces qui planaient sur le Parlement. Là non plus, ce n'est pas nouveau. Le Parlement haïtien a été attaqué en octobre 1868 sous Sylvain Salnave. Et encore une fois, en 1950,
ce Dumas s'est estimé. Donc, ce n'est pas du tout nouveau et ça n'a pas apporté les changements espérés. Nous avons été monocaméral avec le Sénat seulement, après bicaméral, monocaméral encore sous Duvalier, bicaméral en 87, et aujourd'hui je suis persuadé que si on mène une enquête, on va certainement voir qu'il y a une forte majorité des Haïtiens à souhaiter un Parlement monocaméral pour des raisons évidentes. Tout semble donc cyclique dans notre histoire, et moi je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Comment sortir de ce cycle qui risque pour finir d'être un cycle aux yeux du monde à force de changer et de répéter les mêmes erreurs. Dès la création de l'État haïtien, le débat que nous faisons actuellement se faisait dès 1804 avec les trois plus grands chefs, si on veut, de la révolution haïtienne, ne s'entendaient pas sur quel régime politique. Si on compare différentes révolutions importantes dans le monde, que ce soit la révolution d'octobre 1917, que ce soit Trotsky, Staline ou Lénine, à quelques différences près, ils savent bien où ils vont avec le pays et quel système ils ont choisi pour leur pays. La révolution cubaine, plus près de nous en 1959, Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos ou Raúl Castro, ils sont tous d'accord sur les grandes lignes où ils veulent amener leur pays. Dans notre cas en Haïti, moi, ce que j'ai constaté, c'est que Dessalines voulait un empire, il l'a eu. Christophe voulait un royaume, il l'a eu. Pétion, lui, voulait une république, il l'a eu. Et au bout de 100 ans, à force de tâtonner, d'expérimenter, d'aller dans tous les sens, nous avons fini par avoir ce qu'aucun Haïtien patriote ne souhaitait, c'est-à-dire l'occupation américaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de me proposer là? C'est de rééditer les passés. Ils sont en train de nous proposer de rééditer les passés parce que justement, ils sont incapables d'assumer le présent avec responsabilité et d'inventer le futur. Je pense que c'est là, pour moi, le vrai débat, parce que je dois vous avouer que moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de voir mon pays errer comme un navire sans boussole et sans capitaine. Je suis fatigué de ces gens sans mémoire et sans histoire et qui rééditent à chaque fois les mêmes erreurs. Nous devons faire en sorte que notre Constitution s'ajuste via un amendement aux réalités du présent. Parce que pour moi, la meilleure Constitution, c'est celle qui tient compte à la fois de notre passé historique, de nos penchants naturels, mais également des objectifs à atteindre. Et je pense que quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse reprocher à la Constitution de 1987, malgré les erreurs, cette Constitution s'est donnée comme objectif principal d'empêcher qu'une dictature revienne en Haïti. Et en 30 ans, la Constitution a vieilli, j'en conviens, toutes les constitutions vieillissent, mais au moins, il faut donner ce crédit politique à nos constituants de 1987 qu'aucune dictature n'a pu s'installer en Haïti dans ces dernières années. Nous devons faire en sorte que la Constitution s'ajuste aux réalités actuelles. Et je pense que c'est justement le travail que la Commission Tardieu sur l'amendement constitutionnel a fait. C'est une commission qui a eu la sagesse de comprendre que l'heure d'un changement profond a sonné en Haïti. Nous autres parlementaires, nous n'avons d'autre choix que d'accompagner ce changement inévitable ou bien d'en subir les conséquences. Plus d'un pensait que les parlementaires n'auraient jamais l'humilité de renoncer à certaines compétences et à certains acquis, à certains privilèges, si vous voulez, de 1987. Et c'est exactement le contraire qui s'est fait. Cette révision constitutionnelle que nous sommes en train de proposer a fait justement massacrer sur beaucoup de choses et tient compte des justes revendications populaires.
Nous sommes à l'heure d'un réveil citoyen, un réveil citoyen qui est en plus boosté par les réseaux sociaux. Nous entendons les cris des gens, Côte Cob Petro-Caribéa, Côte Cob CIRH là, et tant d'autres. Et je pense que le Parlement n'est pas resté sourd à ces cris. Et il y a tout au moins une bonne frange du Parlement haïtien qui souhaite accompagner le peuple haïtien dans sa quête de justice et de lutte contre la corruption. Et je suis fier d'en faire partie. Et je pense que, comme vous, puisque la vigilance citoyenne est de mise, je me mets à œuvrer et je me mets comme vous à rêver d'une Haïti meilleure, d'un Parlement meilleur. Mais je vous dis quand même que la responsabilité d'un meilleur Parlement est un travail collectif. Nous, en tant que législateurs, nous devons bien mettre les balises. Et c'est ce qu'on fait à travers les différentes lois électorales que nous votons. Mais il est surtout de la tâche du citoyen, de la tâche des autres institutions républicaines, de s'assurer que ces lois sont strictement respectées. Et je veux bien vous donner un exemple. 3 articles de la loi électorale. Un article qui exige que chaque candidat obtienne un certificat de la Direction centrale de la police judiciaire, de la DCPJ, pour s'assurer que ce n'est pas quelqu'un qui est recherché par la police, qui a des problèmes avec la justice. Si un candidat obtient ce papier, je pense qu'il y a une autre entité, qui n'est pas le Parlement, qui est certainement responsable de ce fait. Nous exigeons dans la loi électorale qu'il y ait un certificat de bonne vie et mœurs. Le juge de paix, qui est l'autorité de proximité. Moi, j'ai envie de dire parfois que les parlementaires ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des gens que nous côtoyons tous les jours. D'ailleurs, la loi exige que cette personne-là vive au moins 5 ans dans sa communauté avant d'être élue. Donc, les citoyens connaissent les gens qu'ils envoient au Parlement. Et il y a encore, on va supposer que la DCPJ, que le tribunal de paix faillissent à leur mission, mais il y a encore un article qui prévoit que n'importe quel citoyen peut contester la candidature de quelqu'un. Combien de fois dans notre histoire électorale, un candidat a été contesté par un citoyen? Maintenant, lorsque toutes ces balises qui sont là par la loi sont traversées, maintenant on obtient ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il y a une autocritique à faire sur l'ensemble de la société. Il y a un travail à faire sur chacun pour quand même assurer notre responsabilité. J'ai envie de dire la même chose pour la Constitution de 1987. C'est ma génération qui a donné la Constitution de 1987. La plupart des gens qui sont à la radio, là, comme journalistes, chroniqueurs, etc., nous avons accouché la Constitution de 1987. La plupart des constituants sont encore vivants. Combien de fois avons-nous entendu à la radio quelqu'un dire « nous avons péché, nous nous sommes trompés, nous devons rectifier ». Nous parlons de la Constitution de 1987 comme s'il s'agissait d'un héritage daté d'un siècle qui nous tombe dessus et contre lequel nous devons nous battre. Moi, je pense qu'il faut faire preuve d'un petit peu plus de responsabilité. Et je pense que, je parlais tout à l'heure de vigilance citoyenne, je pense que la démocratie suppose effectivement une vigilance. Rien n'est définitivement gagné dans la construction d'une démocratie. Rien. Construire une démocratie, c'est exactement comme nager en remontant le courant. C'est un effort permanent pour conserver à la fois les acquis, mais également avancer vers la voie du progrès. C'est ça, une démocratie.
Je me tiens à votre disposition pour les éventuelles questions. J'imagine qu'elles seront nombreuses, étant donné ce que je constate sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci au député Wolf Papillon d'être bref dans la mesure où le temps qui lui a été imparti est trop respecté. Parce que logiquement, il devait terminer à 8h37. Mais étant donné qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'intéressent, qui sont dans la salle, je voudrais prendre la pause à partir d'un petit commentaire. Il y a Iléus Papillon, il y a mon ami Walex Pierre, et puis il y a, je ne sais pas si Féron est parti, mais Mozart Féron est là. Ah, il est là, voilà. Selon, à partir de l'intervention du député Wolf Papillon, sur l'implication de la population, mais moi j'ai envie de dire, des intellectuels de ce pays, si je pose la question à 10 intellectuels universitaires, professeurs d'université, ici dans la salle, ils vont dire qu'ils ne participeront pas aux élections. Ou bien ils ne posent pas leur candidature eux-mêmes, ou bien ils ne supportent pas. Mais ils sont les meilleurs critiques de ce qui se passe dans la politique en Haïti. Et moi, j'ai envie de dire à ces 3 amis, mais à d'autres personnes, à d'autres gens qui sont ici présents, sachez que si de l'extérieur, vous ne voulez pas agir, comprenez que ceux-là qui se disent que c'est à partir de l'intérieur, comme l'a mentionné le député, qu'ils vont agir, ils agissent à leur manière. Moi, je déteste quand les gens disent comment Garcia fait arriver des sénateurs, comment un tel fait arriver sénateur pour ne pas faire l'autre nom, parce que je suis parler de Garcia. Pendant que il y a l'autre monde qui est candidat, on prend le Vaillant, par exemple, pour ne pas dire plus. Et dans l'autre circonscription, heureusement pour le député Papillon, il est arrivé à la Chambre des députés. C'est probablement parce qu'il a travaillé avec la communauté de Corail. Il était magistrat, il était maire de Corail. Mais pourquoi vous vous dites que quand il y a les élections, vous ne participez, vous ne participez pas, ça ne vous concerne pas. Et puis quand les acteurs arrivent au Parlement, vous êtes prêts, vous êtes toujours disponibles à les critiquer, à dire que ça ne va pas, quel Parlement nous avons, des gens qui ne savent pas lire, des gens qui ne savent pas discuter, etc., etc. Donc ça n'a pas de sens. Impliquez-vous. Je prends la pause sur cette parole. Maintenant, la musique de la pause, c'est Politiquement correct de Benabar. Gaël. Merci Gaël. Et au retour à la séance, particulièrement au moment des débats, parce que c'est à ce moment qu'il va y avoir véritablement des échanges entre l'intervenant et les participants. Je vais dire parole Gaël, pas gain agressivité, ça n'a fait les débats. Ou un argument, ou un commentaire, ou une suggestion pour faire, ou juste faire sans attaquer l'intégrité moun. Quel que soit le monde qui intervient là, de moi-même qui est modérateur, personnalité PAM par rapport à ça, je parler là comme proposition, comme suggestion, comme commentaire, pas grand yawa avec ça comme moun. Évidemment, moi-même, moi, son monde qui cohérent, ça me dit, ça me pense. Donc, n'importe qui a posé une question, yo vle. Mais n'a posé question selon intervention intervenant. M'a pris pour première série, comme ça nous toujours fait, 3 moun. M'a pris 5 moun dans première série et député arrangé pour noter yo. Ralph Jean-Baptiste, ça est zamim. Soraya Jasmin, on manque zamim. Régis Wilgens, on connaît monsieur. Azole Jean-Baptiste, je ne pas la voix sur ça, on connaît. Et puis Edlin Dossou. Bonsoir, je salue James, Jacques, membre Café Philo et Wolf Papillon, député Corail, qui c'est un monde qui est toujours dans Café Philo, qui est intéressé à Café Philo. Je pense qu'il y a plusieurs façons, monde qui essaie de camper en parlementaire journée aujourd'hui. Il y a une façon qui est intéressé et qui rejoint sur le fond des préoccupations qui semblaient partagées journée aujourd'hui sous sa parlementaire. Perspective PAM, c'est garder parlementaire comme un individu qui est en crise.
dans la logique de la parole. À qui est-ce parlementaire à parler et surtout qui est-ce qui parle avec elle? Est-ce que moun qui a reproché parlementaire là que les plus intéressés à ramasser l'argent, ramasser l'avantage, ils sont conscients que en même temps c'est eux-mêmes qui critiquent à l'endroit du CEP parce que à ce moment-là, ils ont dit tête yo comment CEP ça que pas faire confiance capable de bon parlementaire. Ce sont questions pour moi-même qui préoccupent. Deuxièmement, à qui est-ce parlementaire a réagi? Les l'a dit nous allons baisser dans l'argent poisson, nous allons retirer tel argent dans telle ligne budgétaire. À qui peuple haïtien? Est-ce que c'est avec peuple réseaux sociaux? Est-ce que c'est avec peuple, en l'occurrence, qui est intéressé fait buzz? Est-ce que c'est avec peuple qui plus mobilisé dans parler que dans garder activement comme société civile organisée, qui sont parlementaires à faire? Est-ce que son peuple, par exemple, qui a un rapport avec circonscription côté parlementaire, ça a été sorti, qui a interrogé parlementaire là, dans l'action par rapport avec ça, il a proposé, à qui est-ce parlementaire à parler? Je prends un exemple pour me finir. Je songe dans une dernière marche qui fait pour faire Petro-Caribé Challenge, le sénateur Patrice Dumont a dit, dans le texte que l'écrit, il m'a demandé pour, il a bien remis à la marche, mais il n'a pas qu'à aller. En plus, à cause de l'exigence, le monde qui a organisé la marche, il m'a demandé pour la population, ça, exiger parlementaire pour être cohérent. Moi, je dis, qui sa parole ça veut dire? Honnêtement. Parce que, est-ce que honnêteté parlementaire, là, il vient pour le justifier par rapport avec un mouvement qu'a fait dans le pays, ou par rapport avec des propositions que l'ité soumettent dans le moment des besoins de voter, et des propositions, par exemple, à essayer de garder pendant l'élu. Je dis une cacophonie qui mettait, à mon avis, pour finir, parlementaire, là, non, étourdissement. Parlementaire n'a pas connu qui est-ce qui a bon foi, qui est-ce qui n'a pas bon foi. Il a l'impression qu'il est assailli, qu'il est attaqué de toutes parts, tout le monde va vouloir. En même temps, là, je voulais expliquer ce n'est pas forcément la meilleure démarche parce que Mounio pas toujours Mounio, ce n'est pas toujours moun qui concerne yo, Mounio pas toujours plus intéressé que dit parlementaire ou pas bon, de sorte que parlementaire là, il a intérêt à chaque fois de dire qui est-ce moi par rapport à qui groupe m'a positionné dans le parlement et même dans la société. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Anester Sora Jasmin, moi c'est étudiant finissant en patrimoine et tourisme dans Yeraisios. En fait, Ralph posé deux questions d'avoir posé, mais m'a passé sous une quand même. Premièrement, vous fait allusion à mon question qui est les révisions constitutionnelles. Sans entendre pas ça. En fait, qui ça on parlementaire entend par une question de révision constitutionnelle. Deuxièmement, vous parlez de honnêteté parlementaire. Moi personnellement par rapport à l'expérience parce que moi encore jeune, je suis un monde qui a environ 24 ans, je ne suis pas un parlementaire honnête. Je ne suis pas un parlementaire honnête. Donc, du coup, l'on parle de honnêteté parlementaire là, l'y renvoie à qui ça? Troisièmement, l'on parle, en fait, actuellement, en tant que jeune, moi-même, personnellement, je suis un monde qui est engagé dans le Petro-Caribé Challenge. Et RAL saute font allusion à ça. Donc, qui, en fait, par le fait que nous connaissons ancien président, nous lycée un monde qui est impliqué à Corée, dans la question Petro-Caribé, comment on parlementaire ou elle, premièrement. Deuxièmement, qui appréhension qu'on parlementaire gagne par rapport à Petro-Caribé Challenge que jeunes yo surtout lancé. Et troisièmement, même Jean Ralso dit là, je ne vais pas répondre à une question, mais on connaît qui ça le dit tout à l'heure. Merci tout le monde. Non, bagaille. Bonsoir, moi je remercie l'intervenant et tout le monde qui a suivi, qui a regardé. Bon, d'entrée de jeu, je voulais dire, James, ça ne voulait. Dans le pays, ce n'est pas par le fait que Alex ou bien l'autre monde côté cité doit impliquer. Mais c'est reste pour nous impliquer. Moi-même, comme enseignant, ou bien l'autre monde qui ne peut pas faire politique, là, nous pas impliquer nous, comment faire c'est sous mauvais grenier que nous toujours tombés? C'est ça la vraie question. Il n'y a pas nécessairement besoin, moi-même, ou soit l'autre monde comme enseignant qui n'a pas décidé de faire politique. La vraie société, c'est que quel que soit le monde qui a fait politique, qui oppose les problèmes de base de la société. Ma question, c'est personnellement, je ne sais pas comment on fait dire que ou fier d'un parlement, ou fier de corps ça, alors qu'il paraît tangible que cette virtuosité a un rapport avec un décalage entre leur être, ça veut dire ça y est même, et leur paraître, ça paraît là.
donc qui matérialisé, opérationnalisé par une question de prérogative, par une question d'intérêt. Comment on fait fier de un corps qui ne peut pas parler, qui ne peut pas décider rien sans qu'il s'agisse des intérêts. Voilà. Bonsoir. Je suis Edlin Dossou et étudiant à l'université Kiskeya. Question par maintenant, c'est le fait que le sujet de débat de jeudi à monsieur le député, c'était sous qui a venu Parlement haïtien. Question par maintenant partie comme ça. Comment ouais Parlement ça que ou même on fait partie de l'IA qui c'est une dans axe de blocage à développement pays. Comment ou même en tant que parlementaire ou à goumer pour que le pays ça arrive débloquer dans l'institution que vous appartenez avec là. Nous connaissons que le Parlement a une grande influence sur ce qui a passé aujourd'hui. Merci. Merci, et Jean-Baptiste Azolin. Et honorable député, les maptans doivent parler, moins gagné, il y a un paquet de problèmes. Et même si en pile nous connaissons, mais ça fait mal en pile, le m'tendez, nous avons un parlement à majorité de brigands qui sont même soutenus par un ensemble de gangs mafieux du secteur privé et peut-être même des bandits. Et ma question, justement, et ces questions, je dis à un pile mon a posé, c'est, ou même tout à l'heure dit très clairement, si nous pas accompagner le changement, on a subi. Maintenant, et vous te font-ils et parler tout petit de questions et conseil électoral là, questions implications. Moi, je me demande justement, et même si le peuple s'implique avec un système électoral aussi désuet, est-ce que capable de gagner et changement ça que n'a pas parlé. Et puis tout, est-ce que changement ça c'est un changement sur le plan électoral. Maintenant, et comme on dit, il faut accompagner le changement et pour ne pas le subir, pour ne pas subir les conséquences. Maintenant, comment? Parce que le comment, c'est ça, c'est là que le bas blesse. Est-ce que, pendant que nous connaissons, par exemple, l'enfant à pas coucher, il y a deux façons qu'on peut accompagner. Soit que vous êtes bon côté, si la situation le permet, ou aider le respirer pour ces petites-là, et puis petites-là faites. Mais comme ça tout, ces petites-là pas qu'à faites pendant que la respirer et pousser, est-ce que, je dis, c'est pas césarienne qui mérite? Merci. 5 minutes, c'est largement suffisant. Pour la question de Soraya, je me contente de lire la première phrase que j'ai prononcée à cette table ce soir. On m'a dit pour me faire fier d'être parlementaire. La première phrase, et je dis là textuellement ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que le plus narcissique de mes collègues parlementaires n'est pas fier de la situation actuelle du Parlement et de la perception des citoyens de cette institution républicaine qui est censée défendre leurs intérêts. C'est ce que j'ai dit en début. Maintenant, un peu plus bas, j'ai dit qu'il y avait une frange minoritaire sans doute de parlementaires honnêtes qui souhaitaient comme vous un meilleur parlement pour leur pays, qui souhaitaient comme vous une meilleure Haïti. Et j'ai précisé que je suis fier d'appartenir à cette frange certainement minoritaire, mais qui existe au Parlement. Vous n'avez pas encore rencontré un parlementaire honnête. Je me présente, mon nom c'est Rolf Papillon, content de vous rencontrer. Oui, alors, troisième aspect dans l'intervention Soraya, c'est question de approche parlementaire là concernant la question Petro-Caribé. Parlementaire, d'abord, ils ont émané du peuple. Moi-même qui viens là, on ne choisit pas comme ça un beau jour de devenir parlementaire. Pour parlementaire, il faut que vous gagnez une frange dans la population qui choisit pour le représenter. Le mal représenté là, mal défendre ça, les voyez à le défendre en dedans. Nous avons un mandat déterminé et nous sommes à l'écoute de la population malgré les apparences. Et je pense que la question Petro-Caribé sont des questions qui touchent en pile parlementaire. Et
moi, je pense tout, c'est peut-être le moment de le dire, il ne faut pas, ça c'est un souhait pour mon pays. Moi-même qui pensais que nous sommes en période de réveil citoyen, moi, je souhaité que vigilance ça, vienne une vigilance permanente et que ce ne soit pas une vague qui a passé tant qu'on pile bagaille. Là, nous commençons à poser bonnes questions. Nous commençons à poser vraies questions. Et je pense que si citoyens, depuis longtemps, j'ai alerte qu'on y a là, j'ai contrôlé toute bagaille, ils étaient toujours comme ça, pays n'a peut-être pas arrivé dans le point de déconfiture que lié là qu'on y a là. Donc, question Petro-Caribéa, sont questions, il ne faut pas oublier dans toute revendication que nous avons fait, tout autant que la justice n'est pas encore touchée de cette question, nous beaucoup à travailler vraiment. C'est très bien de faire de la conscientisation, c'est très bien de mobiliser des gens, de sensibiliser les gens sur la question, mais vraie question, c'est lorsque la justice commence à se saisir du dossier et que vous commencez à marrer dans le pays et qu'on a un effet domino, on peut regarder pour que y ait un changement qui peut le faire. Donc pour moi-même, la question, c'est une question qui revient à la justice haïtienne d'abord. On parlait également de qui ça m'entend par révision constitutionnelle. Mot révision, alors en général en Haïti, on parle d'amendement constitutionnel. Mais le terme amendement, c'est un anglicisme. Son terme qui vient de l'anglais, c'est synonyme à révision constitutionnelle. Donc parler d'amendement constitutionnel ou révision constitutionnelle, c'est tout à fait la même chose. Et parfois, il y a certaines révisions constitutionnelles, comme c'est le cas aujourd'hui, qui valent carrément une autre constitution, tant on agit sur le régime politique actuel. Élément de blocage du Parlement, c'est peut-être la perception de la population, mais sachez que nous avons choisi la démocratie. La démocratie n'est malheureusement pas le régime le plus rapide. C'est un régime qui a ses procédures et nous obliger à respecter les procédures même si au printemps. Et constituant de 1987, par exemple, lorsqu'il s'agit de la ratification du Premier ministre, et je pensais qu'il était capable, puisque la Chambre des députés et le Sénat doivent statuer sur un Premier ministre, moi-même moins d'accord avec vous, que l'étape plus simple, que nous faisons commission bicamérale, côté député et sénateur, tout analyser le dossier, au lieu que le Sénat finalise, et puis même dossier à ouvrir dans la Chambre des députés, etc. L'étape beaucoup plus simple que en commission bicamérale étudier le dossier Premier ministre, et puis président convoqué en Assemblée nationale, côté Sénat et Chambre des députés réunis, et puis nous statuer, nous voter. Mais ce n'est pas ça qui est prévu par la Constitution. C'est-à-dire nous sommes esclaves de la loi. Et j'aime beaucoup de le répéter, il y a deux manières de diriger. Il n'y a que deux manières de diriger. La première, elle est commune aux hommes et aux bêtes, c'est par la force. Et la seconde, elle est exclusive à l'homme, c'est par les lois. Et tant que nous aurons choisi de vivre en démocratie, nous sommes soumis aux lois de la République. Et souvent, on a parlé de blocage. Je pense qu'en démocratie, c'est une recherche permanente d'équilibre et de blocage de pouvoir où le pouvoir arrête le pouvoir dans ses excès, dans un sens comme dans l'autre. Et les concepteurs de notre démocratie moderne, en particulier Montesquieu, ont prévu ce côté blocage que l'on dénonce. Et il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et je vais vous dire une chose, vous qui êtes souvent bloqués par les blocages, lorsque dans un régime, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont en symbiose, lorsqu'il y a une complicité entre ces trois pouvoirs et que tout marche apparemment bien, sachez que vous êtes dans une parfaite dictature. J'ai parlé également, et il y a quelqu'un qui a réagi là-dessus, j'ai oublié le nom. Wiggins. Oui, je dis, je le maintiens, et je persiste à répéter qu'il y a effectivement ce que j'appelle des brigands qui tiennent en otage le Parlement haïtien, et ça ne date pas de cette législature.
Et ce que nous vivons aujourd'hui ne date pas de 2016. La 50e législature porte le lourd héritage de parlementaires qui sont passés avant nous. Et il y a, je le dénonce aujourd'hui, comme je le fais à l'écrit dans certains articles que j'ai publiés, je le fais en disant que oui, il y a des brigands, le mot n'est pas trop fort, du secteur privé des affaires, qui sont comme des corrupteurs et qui empêchent au Parlement de rester sur la bonne voie. Et je le maintiens, et peut-être que c'est pas le bon endroit pour donner des détails là-dessus. Je pense encore une fois que la justice, un beau jour, fera son devoir, mais il y a des éléments de blocage. Et lorsque nous avons une population affamée, lorsque nous avons des députés et des sénateurs qui sont désireux de se faire réélire, la tentation, elle est facile. Donc moi, je suis là pour essayer d'explorer les pistes qui bloquent un bon fonctionnement du Parlement. Et c'est cet exercice que je vous invite à faire avec moi ici, en toute bienveillance. Je vous remercie. Merci, député. Et dernière série, Hilaire Papillon, Gustave Yves-Marie, McDonald Orphée, Paulson Pierre-Philippe, Henri Robert Jean. Merci. Bonsoir. Mon nom c'est Hilaire Papillon. La question, c'est que moi, je reprends une parole professeur Yves Doristal, toujours dit. En Haïti, il n'y a que la crise qui ne soit pas une crise en Haïti. Bien évidemment, ce sont des propos les prêtés dans main professeur Gérard-Pierre Charles et le feu professeur Leslie François Maniga. Rolf Papillon, député, et il y a 10 millions de dollars qui débloqués pour reconstruction parlement haïtien. Et jusqu'à présent, parlementaire en bas tente bol en mer. Et d'après ça, moi, lis dans un rapport Sénat sorti, firme qui t'a construit parlement t'a sauvé avec l'argent ça. Qui ça ou même comme député ou fait considérant que le nom des papillons qui dans le Panthéon national, c'est des gens qui toujours et lutter pour une société côté tout le monde capable de vivre dans le bien-être. Qui ça ou fait dans le dossier ça 10 millions de dollars film dans parti avec là. Qui ça ou fait pour le dossier ça? Merci beaucoup. Ouais. Je salue l'honorable député Rolf Papillon. Ma question est la suivante. Vu les anomalies socio-économiques au sein de la jeunesse haïtienne, d'après vous, chers parlementaires, existe-t-il un parlement haïtien? Bonsoir aux députés, Rolf Papillon. Bonsoir au modérateur, James Jacques. Alors, considération, c'est par rapport à une remarque, une parole que vous avez dit dans l'intervention là, que je faire un petit temps parler sur lui. C'est concernant crédit ou bail Constitution 87 là, où dit que lui permettre que nous pas entrer ou bien nous pas perdurer dans la dictature joalieriste là. Moi, je pense que peut-être que nous doit tromper de bonne foi, c'est non. Je pense que l'État joalierien il persistait même après 87 parce que là nous prenons l'État en termes de structure, nous prenons l'État en termes de service, c'est-à-dire besoin citoyens yo pas jamais matérialisé, l'État pas servi population yo véritablement. Et c'est ça qui vient fragiliser des institutions fortes tant qu'au Parlement et haïtien parce que le Parlement n'a pas un rôle seulement pour voter loi et contrôler l'exécutif là, il y a une mission tout pour lui défendre la liberté positive peuple haïtien. À ça, la question, quel avenir pour le Parlement haïtien, moi je pense que c'est une question qui dépend de la conscience collective et parlementaire et citoyen et monde qui a réfléchi pour répondre à la question ça véritablement. Merci honorable pour la présentation. Moi-même, je vais retourner dans la question initiale que nous t'ai posée, qui c'est qui a venu Parlement. Qui a venu Parlement et peut-être pas suivre bien, mais pas trouver que nous arrivons camper
une perspective d'avenir pour le Parlement. Dans l'exposé là. C'est ça qui fait m'a reposer question, mais m'a bail un petit argumentaire qui peut orienter ça. Mais même moi penser que personnellement, le Parlement sont une institution qui est appelée à disparaître. Parce que sont une institution qui a affaibli de plus en plus. Je m'explique pourquoi. Essentiellement, le Parlement, il y a deux grands axes là-dedans. C'est légiférer avec contrôler pouvoir exécutif là, contrôler action exécutive là. Donc, efficacité Parlement, c'est sous deux aspects ça pour nous mesurer, pour nous connaître est-ce que le Parlement vraiment il fait travail que il est censé faire. Là nous regarder sous question légiférer ou comme ça, même j'avais pas une grosse productivité dans question production de loi. Donc, nous déjà connaissons ça que le Parlement est en faiblesse par rapport à ça. Deuxièmement, contrôle l'action exécutive là qui vous a fait là, Parlement transformer le plutôt en sorte de co-exécutif. Ça veut dire les fondements de l'exécutif là, dans question et chercher mettre ministre, chercher mettre directeur général. Donc, les fonds de l'exécutif là, côté li presque abandonné de rôle ça que au balia. Bon, on nous dit que non perspective côté vraiment Parlement yo, ça aurait été pour faire parlementaire yo, c'est yo vini kounya transformer tête yo en des acteurs de développement, yo jouer rôle que acteur de développement ta doit faire yo, tant que maire yo, azek yo. Le jour nous arrivons dans pays côté magistrat yo, azek yo, vle reprendre rôle yo, rapatrie rôle yo, parlement pas gagner pour le faire s'il continue dans perspective ça, donc son parlement cap disparaître. Donc dans perspective ça qui a nous ouais parce que parlement ça Jean Praléa a disparaître. Bonsoir. Monsieur le député Wolf Papillon, merci de nous parler avec votre cœur et votre esprit. Côte l'agent Petro-Caribéa, ils sont nombreux à se le demander, mais ils sont très hypocrites pour avoir laissé tomber le dossier des coopératives. Moi, je serais pour une coopérative challenge avant un Petro-Caribé challenge. Ma question, monsieur le député, pensez-vous vraiment que la révision constitutionnelle, la proposition de révision constitutionnelle servira réellement à atténuer cet appétit de pouvoir et de privilèges tel que c'est présent, tel que c'est ancré au Parlement haïtien? Si oui, à combien estimez-vous le pourcentage de parlementaires qui y seraient favorables? Merci. Question, Iléus Papillon, ma première c'est pour lui parce que en fait, tout à l'heure, tu as une question sur Petro-Caribé. 10 millions de dollars, ça, c'est justement 10 millions qui fait partie de COP Petro-Caribé. Et ça permet que, moi, je rends compte seulement maintenant, que bien avant le scandale Petro-Caribé, que nous-mêmes parlementaires de 50e législature, là, nous avons à poser des questions sur lui. Et je n'ai pas gagné 2 mois en dans le Parlement lorsque nous avons convoqué le ministre Lalo à l'époque, parce que l'homme fait rentrer que Matéli était encore au pouvoir, et puis nous avons convoqué le ministre Yves Joseph, qui est ministre de la Planification. Et c'est eux-mêmes qui donnent nous des détails sur comment l'agence a tombé dans un film dominicain qui est Adam et qui disparaît. Et le ministre Santé donne nous explication que même adresse physique film, non, il n'y a pas gagné. Et là, je parle d'une démarche qui datait de plus de 2 ans. Ce à quoi j'avais répondu à l'époque au ministre qu'en aucune manière, une compagnie étrangère ne peut détourner des fonds nationaux sans la complicité expresse des responsables politiques haïtiens. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, il n'y avait pas encore de scandale de Petro-Caribé. Donc c'est pour vous dire que le combat pour retrouver les traces est initié depuis longtemps et nous au Parlement, on a commencé ce travail. Mais encore une fois, je répète que la pression, pour moi, devait se faire et au niveau du pouvoir judiciaire. Parce que c'est eux-mêmes qui ont charge pour juger le monde qui a fait des détournements de fonds, c'est eux-mêmes qui ont charge pour punir. Oui, ma constitution 87 là en crédit
Et je pense que trop souvent, nous avons tendance à attribuer certains, ce que j'appelle des réflexes de peuple. Là où on a dit qu'il faut craser le Parlement, il faut que nous boulions le Parlement. C'est ce que j'appelle parfois des réflexes négatifs. C'est ça nous fait. Tout à l'heure, je parlais de cycle de violence, je parlais de cercle vicieux. Et je disais également que le vrai challenge aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que nous avons capable de faire constitution, est-ce que nous sommes capables de craser le Parlement, ce n'est pas là le challenge. C'est challengeant, c'est que, mais voilà, 30 ans après, nous retrouvons nos situations de blocage, même gens que nous étions en 86. Est-ce qu'on a utilisé même moyen 86, craser, bouler, macoute par là dans etc. Pour 30 ans après, pour nous retourner dans le même cycle là, ou bien fois ça, on a fait preuve d'intelligence et de mémoire pour nous dire, il y a des choses pour nous changer, oui, mais on regarde comment pour nous faire, pour nous conserver les acquis qui sont là, et puis pour nous aller de l'avant. Pour moi, là est le challenge. Craser Parlement, bouler Parlement, ce sont des actes symboliques. Les symboliques, c'est même avec les Mounios, faire la prise de la Bastille en 1789. Son bagaille symbolique. Au craser Parlement, 659 députés, plus pour même Chita là, avec bureau, Parlement là, automatiquement. Parce que ce sont institutions républicaines liées. Ce n'est pas lorsqu'on attaque l'édifice là qu'on crase, puisqu'il y a dans la Constitution. Le tremblement de terre a écrasé l'édifice là, ce n'était pas la fin du Parlement pour autant. Donc ça a fait une clé sous lui. Et je pense que le Parlement appelé à disparaître, je ne pense pas. Je pense que tant que nous choisirons la démocratie comme régime politique, un Parlement est un élément incontournable, indispensable. La vraie question du citoyen, ce n'est pas la disparition du Parlement, c'est quel Parlement, comment y arriver, et qui s'en a mis là-dedans, et qui responsabilité individuelle, qui responsabilité citoyenne que même m'a mettez pour que le Parlement puisse venir là. Parce qu'une des chances de notre régime politique, c'est que les membres du Parlement sont renouvelés régulièrement. Moi-même qui avec Oualam, je n'ai aucune garantie que dans 1 an et demi, ma parlementaire toujours. Donc, quand tu peux le rebattre, et citoyens, j'appelle à la vigilance citoyenne, Kounia, qui est tellement déçu de cette 50e législature, qui est tellement pas content de la situation au Parlement, c'est une bonne occasion qu'on y a là pour nous dire, fois ça, nous pourrons choisir qui nous n'a voulu dedans. Nous pourrons regarder comment il est. Parce que les parlementaires ne sont pas des extraterrestres, je l'ai dit tantôt. Donc, comment nous pourrons le faire pour nous voir les gens dans le Parlement qui pourront digne de nous-mêmes. Des gens qui, pas tant arrivent dedans, puis honorables. Parce que pour moi, l'honorabilité, on ne devient pas honorable en étant élu. Il ne suffit pas d'être élu pour devenir honorable. L'honorabilité se construit, l'honorabilité se mérite. Pour moi, on doit être honorable avant d'être élu. Et la charge d'envoyer des honorables à l'intérieur du Parlement revient aux citoyens, pas aux parlementaires. Je vous remercie. Je dis merci à député Wolf Papillon. Merci, malgré difficulté, nous faisons déplacement, nous participons avec nous dans le débat. Je conclue ça pour me dire, ça il est toujours à dire sur notre côté, nous parlons un peu plus souvent, pas de faire cadeau dans la politique. Tout le monde qui joue nous libre apprend ou libre. Et je conclue ça, député a dit. Moi, je ne suis pas d'accord à la parole qui dit le peuple a le gouvernement qu'il mérite. Je ne suis pas d'accord. Et pas parole pas me. Mais en même temps, je demande au peuple là, est-ce qu'elle dit qu'il y a un type de gouvernement besoin avec des têtes bien précises? Nous allons aller avec la question ça. Est-ce que nous avons besoin d'un gouvernement dans le sens large du terme, c'est-à-dire que ce soit le législatif, l'exécutif, le judiciaire, est-ce que nous avons des têtes, nous, ouais, et que nous disons pas derrière? Merci, à mardi prochain pour un autre café philo. Ou pas te doit te lever, ou pas te doit te t'aimer. C'est fierté ou gagner. Pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin.
Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout vite a brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser.